Les amis, on se retrouve sur la plage de Saint-Pabu dans les Côtes-d'Armor. Je suis actuellement sur la One Wheel. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que j'ai la chance de vous proposer un reportage issu de ma rencontre avec Gérard Godefroy, grande figure du design automobile. On lui doit notamment les premières Venturi. Mais rencontrer Gérard, c'est aussi retracer l'histoire de l'automobile en général. On évoquera avec lui ses premières émotions automobiles avec la marque Simca, ses premiers succès avec la création d'un Bajabug à la française. On évoquera également des souvenirs plus douloureux comme sa contribution déterminante à la création de la Peugeot 205, attribuée, on le sait, au seul crédit de Gérard Velter. Une douleur toujours présente pour Gérard qui l'emportera jusque dans la tombe, m'a-t-il confié en off. J'imagine que ça n'a pas été simple. Alors quand on est confronté comme ça aux accidents de la vie, le but c'est de réussir à transformer tout ça en positif. Et c'est cette douleur et cette frustration qui donneront à Gérard l'énergie ou la folie nécessaire, c'est au choix, pour créer sa propre voiture, la Venturi avec Claude Poirot. Rêve ultime d'un génie à la mélancolie omniprésente qui ne le quittera jamais tout au long de son parcours extraordinaire. J'ai demandé à Thierry, le créateur de notre chaîne, qui est habituellement derrière la caméra, de réaliser cette interview. Car déjà, il a fait de la radio pendant des années, il est habitué à ce genre d'exercice. Et on va pas se mentir, c'est un grand fan de design automobile. Il était, comme un gamin, tout émerveillé de rencontrer notre invité du jour, Gérard Godefroy. Je suis content d'avoir tenté d'aller jusqu'au bout de mes rêves. Gérard Godefroy, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre Normandie natale. Vous avez 77 ans. Et demi. Et demi. C'était, avant on parlait du baby boom, maintenant on parle du papy boom. Donc, mais c'est la même chose. Alors justement, les passions prennent souvent naissance et racines dans l'enfance. C'est un peu votre cas aussi, finalement. Absolument, c'est la passion pour les carrosseries. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été fasciné par les carrosseries. Et c'est plus par les carrosseries que par la voiture dans son ensemble, en fait. C'est vraiment la sculpture automobile qui m'a toujours attiré. Le point le plus reculé dans mes souvenirs, c'est ma grand-mère qui me poussait dans une poussette. Il y a une belle voiture qui est passée, et j'aurais dit ça c'est de la bagnole. Donc, et ça doit être... c'est un mot d'enfant qui est totalement décalé par rapport à l'âge, quoi. Donc je me dis qu'il y avait sûrement quelque chose quelque part qui dans les gènes, je sais pas quoi. Mais et après donc quand j'ai grandi un petit peu, j'étais fanat des Dinky Toys. Donc moi, j'étais un enfant vraiment tranquille pour mes parents parce qu'on me donnait une Dinky Toys et je leur fichais la paix sans problème, quoi. C'était que les voitures. Et vous avez des souvenirs d'enfance avec Simca? J'ai des souvenirs d'enfance avec Simca parce que dans ma famille, enfin surtout mon père et surtout mon grand-père, a eu toutes les Simca qui sortaient de l'après-guerre à 57. Donc il y a eu, j'ai vu chez lui la Simca 5, la Simca 8 1100, la Simca 8 1200, la Ronde 51, la Ronde 56 et après l'Ariane. Donc, et à chaque fois, comme mon grand-père allait souvent au garage Simca, le garage Godard à Rouen, il avait toujours la première voiture de la région de Rouen. Et c'était toujours la première voiture que moi je voyais, du nouveau modèle. Bien sûr. Et à chaque fois, je me disais, waouh, c'était époustouflé du modernisme, du progrès. Parce qu'à cette époque-là, ce qui était fantastique, c'est qu'on croyait au progrès. Et ça, on croyait en l'avenir, on se disait ça va être toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Maintenant, on a l'impression que ça va être moins bien demain que hier, donc ça, c'est quand même un petit peu dommage, quoi. Chacun, bien sûr, voit le midi de sa fenêtre, mais tout de même, reconnaissez que gagner 1 heure pour aller prendre un scotch à Nice, ça vaut bien un peu de poussière, non? Il est comment le petit Gérard à l'école? C'est quel genre d'écolier? Assez discipliné.
dans son coin, brillant jusqu'à la fin de l'école primaire, mais ça m'ennuyait beaucoup, l'école. C'était vraiment... c'est pas ça qui m'intéressait. Un parcours qui va quand même vous emmener jusqu'aux Beaux-Arts. Oui. Alors, en fait, je suis allé quand même jusqu'au bac. Et finalement, j'étais très perturbé à l'époque dans des problèmes d'adolescence. Et j'ai pas été brillant du tout, là. Et j'ai même pas été à toutes les épreuves du bac. Et je me suis dit, bon, allez, c'est vraiment trop casse-pied, ça m'intéresse pas. Et mes parents, ça, je peux les remercier encore, moi, aujourd'hui, ils m'ont laissé le choix et je suis allé aux Beaux-Arts de Rouen. À quel moment vous vous dites « je dessine bien, je sais dessiner » Je pense que ça vient vraiment de tout début de l'enfance, en fait, hein, parce que j'ai toujours montré une facilité, en fait, pour cette expression-là, quoi, depuis toujours. Et donc, ça va tout naturellement vous conduire donc, au dessin à l'automobile. Quand on a deux passions, l'automobile et le dessin, qu'est-ce qu'on fait? Du design automobile. Donc c'est ça, exactement. C'est logique, puisque la passion de l'automobile, quand on a la possibilité de dessiner soi-même, on a envie de voir les voitures, d'améliorer toujours les choses, quoi. Et puis, avec les chocs émotifs là, que j'ai eus en voyant les Simca dans ma famille, à chaque fois, c'était une piqûre de rappel pour me dire c'est vraiment une passion, quoi. J'étais vraiment attiré par ça, profondément. Alors, à votre tour, prenez le volant chez votre concessionnaire Simca. En fait, aux Beaux-Arts, on n'apprend pas à dessiner des voitures. Hein. Bien sûr. Il n'y avait pas d'école pour ça, d'ailleurs, à l'époque. Il n'y avait pas d'école pour ça, exactement. Sauf peut-être à l'étranger, mais en France, il n'y avait pas d'école pour ça. Et je me suis dit, bon, je vais commencer à acheter des voitures. Enfin, j'avais déjà des voitures depuis 18 ans, mais là, je vais acheter des voitures un petit peu à restaurer. Et puis, je vais apprendre comme ça. Donc, je me suis lancé là-dedans. Je me souviens avoir acheté une Renault 4, une 4L, qui était toute cabossée. Donc, j'ai acheté un tas, un marteau de carrossier. Et puis, j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour la restaurer. Mais le problème, c'est que je n'avais aucune information sur le métier de tôlerie. J'ai perdu un temps fou parce que j'aurais eu quelqu'un avec moi qui m'aurait guidé, j'aurais gagné beaucoup de temps, quoi. Mais enfin, j'ai avancé quand même, et puis j'ai fait ça plusieurs années, tout en continuant à dessiner et à me créer un dossier solide pour pouvoir frapper à une porte de constructeur. Un dossier que vous allez envoyer à différents... Un dossier que j'ai envoyé, mais j'ai envoyé, malheureusement, j'ai pas eu de chance parce que je l'ai envoyé en 75 et il y a eu le choc pétrolier de 73-74 et à cette époque-là, on disait que l'automobile c'était fini, que l'essence serait beaucoup trop chère, qu'on allait rouler en vélo, enfin... Et quand on voit les millions de voitures, les dizaines de millions de voitures qui ont été fabriquées depuis, c'est assez amusant de se replacer dans ce contexte-là. Mais il va y avoir une réponse positive. Mais il va y avoir une réponse. Alors, entre mon départ des Beaux-Arts, mon bricolage de voitures à restaurer et mon envoi de courrier chez Peugeot, il y a eu quand même... du travail de fait sur des voitures réelles, puisque j'avais un copain qui s'appelait Richard Vergniaud qui voulait créer un équivalent du Bajabug américain. Et le Bajabug, c'était une coccinelle qu'on coupait devant, derrière, et on mettait des pièces en polyester avec des grosses roues. Un buggy, pour ceux qui c'est un buggy. C'était dans l'esprit buggy, mais en gardant la cellule coccinelle centrale. Alors j'ai fait un premier modèle comme ça,
Alors j'ai appris beaucoup aussi avec ça. Et puis ce premier exercice sur les coccinelles s'appelait Baja River. River, c'est Richard Vergniaud. C'était bien d'ailleurs comme nom, hein. Baja River, ça sonnait bien. Hein. Et puis mon frère qui faisait de la représentation à ce moment-là a rencontré un certain Michel Catoire à Chartres qui avait lancé un supermarché du bricolage, comme il y en a de temps aujourd'hui. Mais lui, il était en avance sur son temps. Et tout ce qui était kit l'intéressait beaucoup. Il a demandé à mon frère que j'aille le voir, donc je suis allé avec mon propre Baja River, je suis allé voir à Chartres Michel Catoire, et qui m'a dit je veux la même chose. Donc je lui ai fait un deuxième modèle de coccinelle transformée qui s'est appelé le Buckster. Et je suis toujours propriétaire du nom Buckster d'ailleurs, mais je l'avais déposé. Et Buckster, c'est Buggy et Dragster, en fait, c'est un mélange des deux. D'accord. Et ça a très très bien marché, parce que le nom est très important dans la création d'un modèle comme ça, parce que on le mémorise ou on ne le mémorise pas. Mais Buckster, ça a très bien marché. Et puis, au bout d'un moment, en 75, j'avais plus de revenus, donc... et les caisses mes caisses étaient vraiment vides. Ma seule fortune était une R8 Major que j'avais restaurée, qui me servait de voiture quotidiennement. Et en dehors de ça, je n'avais plus rien et mon compte était devenu à zéro, quoi. Donc, même si mes parents ne m'auraient pas laissé mourir de faim, je voulais quand même sortir de là. Et donc, j'ai écrit des courriers avec mon dossier. Donc, j'avais des maquettes, des dessins, et puis les deux voitures que j'avais faites en réel. Donc je considérais que ça commençait à être quand même assez solide. Et je me suis aperçu après que j'étais prêt depuis longtemps et que j'aurais très bien pu frapper à la porte beaucoup plus tôt, ce qui m'aurait facilité la vie par la suite, parce que je suis un peu arrivé après la bagarre en fait. Toutes les places étaient prises. Sauf une, chez Peugeot, où j'avais écrit à l'étranger aussi, donc chez 3 constructeurs français, à l'étranger chez Giugiaro et Burton, qui étaient mes deux références en matière de style, et puis aussi à la General Motors, parce que je trouvais que la General Motors avait des voitures intéressantes à ce moment-là. Et puis vous aimiez les voitures américaines? Ah, j'aime les voitures américaines, non pas par leur extravagance, mais par leur sculpture. C'est ça qui m'intéresse dans les voitures américaines. Et puis, les voitures américaines des années 55, 56, 57, c'était vraiment pour moi l'apogée. 56, 57, ça respire la joie de vivre, quoi. C'est plein de couleurs, c'est plein de chrome, un peu trop parfois. Mais pour moi, il y a 2 écoles. Il y a l'école américaine en matière de style, c'est la sculpture. Au niveau sculpture, ils étaient en avance vraiment par rapport à tout le monde, parce que même il y a des photos qui paraissent maintenant sur Internet, ils utilisaient déjà la claie comme moyen d'expression, c'est-à-dire en fait de la pâte à modeler pour faire les formes. Et c'est vraiment la pâte à modeler, c'est vraiment un matériau idéal pour faire une sculpture. Parce qu'on peut en mettre, en enlever, on peut lisser, on peut arrondir, enfin c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et la deuxième école, c'est l'école italienne, avec Pininfarina, Burton, Giugiaro. Donc, moi, j'aime bien les deux, en fait. Et donc, ce sont ni les Italiens, ni les Américains qui vont vous répondre favorablement, mais bien Peugeot. Oui, c'est Peugeot, oui, avec Gérard Velter qui m'a reçu. Alors j'y suis allé avec mes R8 Major à Paris, le rencontrer. Et donc l'entretien s'est très bien passé. Et il faut savoir que lui, il ne dessine pas, il n'a jamais dessiné, hein, il ne dessine pas, il s'exprime que par le volume. Et parce qu'il a une formation, il était au Gué à Trême avant de rentrer chez Peugeot, donc il a une formation, il travaillait beaucoup le plâtre au Gué à Trême. Le Gué à Trême fait la formation pour les staffeurs, pour les
pour l'architecture, tout ça, pour la sculpture aussi. Et chez Peugeot, en 1976, donc il y avait Gérard Velter qui était le patron du style, mais qui ne dessinait pas. Et puis, il y avait Francis Quinton, qui est un ami, qui restait un ami depuis ces années-là. On s'est toujours merveilleusement entendu, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Là, Chirac qui disait un ami de 30 ans, mais moi c'est un ami de 50 ans carrément, quoi. Il a le même âge que moi. Et Francis Quinton, lui, dessinait, suivait aussi des maquettes en volume, mais c'était complètement embryonnaire. C'est-à-dire que, en fait, si Velter a utilisé mes travaux sur la 205, c'est pas tellement étonnant, puisqu'il y avait que 2 personnes qui dessinaient. Mais il faut dire qu'à l'époque, le bureau du style de Peugeot est en concurrence avec, par exemple, Pininfarina. Oui, ou, oui. À chaque projet important, pas pour les petites modifications, mais à chaque projet important, il y avait une concurrence que les gens de Peugeot souhaitaient pour faire une émulation, en fait, entre les deux. Et Gérard Velter et son équipe, dont moi, dont Francis Quinton, dont les modeleurs, parce qu'il y avait aussi des modeleurs, bien sûr, hein, mais qui, eux, ne dessinaient pas. Hein. C'était une équipe de combien de personnes, à peu près? Oh, il y avait une dizaine de personnes. D'accord. Et donc, vous allez collaborer à ce projet qu'on appellera M24. Alors, la M24, ça, c'était le nom de code du projet. Et en fait, j'ai travaillé dessus dès le départ, parce que j'ai fait 2 ou 3 mois de purgatoire avant de rentrer au bureau de design. On appelait ça le bureau de style à l'époque, hein, maintenant c'est le design. Bon. Oui. L'essentiel, c'est de savoir ce qu'on fait surtout. Donc j'avais été installé, il m'avait sorti une table à dessin, j'étais adossé à la cabine de peinture qui vibrait, qui faisait du bruit, qui soufflait de l'air. Et il y a des gens qui passaient, j'étais quand même dans une espèce de couloir, quoi. Il y a des gens qui passaient, qui me disaient, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? Vous êtes mal installé, là? Il me disait ça, je dis, bah oui, moi je sais bien, mais... Et donc, je me demande si c'était pas un petit peu un test de résistance. Gérard Velter peut-être voulait voir si je tenais le coup, un peu comme à l'armée quand on fait ses classes, quoi. Hein, c'était un peu ça. Hein. Mais j'ai tenu le coup. Et là, il m'a dit, bon, quel est le modèle Peugeot qui te plaît le moins? Alors j'ai dit, bah, la 104. Alors à l'époque, c'était la 104. Je trouvais que la 104, elle était vraiment d'une tristesse pas possible. Mais pourquoi? Bah parce qu'elle était mal foutue, tout simplement. Je crois que ça a été fait par un Italien. Bon, je tairai le nom, mais je vois qui c'est. L'avant, mais l'arrière, il y avait des plis, un peu comme de la tôle pliée sur le coffre. Et c'était pas très bien proportionné, donc elle avait aucun charme, quoi, cette voiture. Même s'il y a des collectionneurs aujourd'hui qui l'aiment bien, sûrement. Hein, bien sûr. Je m'en excuse auprès d'eux, mais... En tout cas, vous, elle ne vous plaît pas. Moi, elle me plaisait pas, et je trouvais que c'était vraiment la voiture qu'il fallait commencer par changer dans la gamme. Parce que la 305 n'était pas sortie. Moi, quand je suis rentré dans le bureau de design, je me disais, bon, je vais voir les voitures futures, quoi. Donc, c'est quand même une grande émotion, ça. Bien sûr. Et juste derrière la porte, en fait, il y avait la maquette de la 305, qui n'était pas encore sortie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est compliqué, il y a des lignes partout, il y a des plis, il y a des trucs, oh là là. Et en fait, ça, c'est vraiment Gérard Velter, ça, qui l'avait sculpté, quoi. Comment vous arrivez au projet de la 205? Alors, à quel moment vous proposez la première maquette? Alors, j'ai commencé à travailler sur la 205, même avant de rentrer dans le bureau de style, puisqu'il m'a demandé, Gérard Velter m'a demandé quelle est la voiture qui te plaît pas. J'ai dit la 104, il m'a dit, dessine-nous des 104. Bon, alors j'ai commencé à dessiner des 104. Et je ne savais pas à ce moment-là, tout à fait au début, que c'était un projet qui était... dans les tuyaux déjà, et qui avait été demandé par la direction générale. Et j'ai dessiné des M24 alias 205 jusqu'à la fin. Alors je faisais autre chose aussi, hein. J'avais fait un pick-up pour l'Argentine, alors là ça me plaisait bien parce qu'il y avait un côté un peu américain à donner pour coller au marché argentin.
Donc j'ai des dessins de ça. Un pick-up sur une base de quelle voiture? Je me rappelle plus très bien, je crois que devait être sur une 504 pick-up ou quelque chose comme ça, quoi. Mais je me demande si c'était pas un truc spécifique pour l'Argentine. Je me rappelle plus très bien de ça. Donc j'ai travaillé sur le projet M24-205 pendant 2 ans et demi, en fait, quasiment. Et alors, à partir d'un certain moment, surtout en 1977, dans le deuxième semestre 77, j'ai fait une maquette au 5e en clay. Moi, j'aime bien la clay parce que ça permet, comme je disais, d'en remettre, d'en enlever, de lisser. Et c'est de la vraie sculpture. À un moment donné, donc j'ai les photos de ça. J'avais heureusement pris une photo Polaroid de cette maquette, et parce qu'il n'était pas question de prendre une photo développée chez le photographe. Hein. C'était une faute professionnelle gravissime. Bien sûr. Parce que ça aurait pu filtrer, quoi. Bien sûr. Et à un moment donné, Gérard Welter me dit Gérard, je veux plus que... C'est 2 Gérard qui s'affrontent. Bien sûr. Je ne veux plus que tu travailles sur cette maquette. Ah bon? Mais je ne comprenais pas pourquoi, parce que je délaissais pas les autres boulots. Je faisais ça plutôt le soir, parce que comme j'avais pas d'appartement, je vivais à l'hôtel en milieu de semaine, parce que j'avais peu de moyens vraiment à l'époque. Hein. Donc un hôtel... assez minable. Mais toi, quand t'étais jeune, tu as jamais été à l'hôtel? Oui, mais maintenant, je trouve ça dégueulasse. Là où, notamment là où a été tourné Le Chat avec Jean Gabin et Simone Signoret. Ça s'appelait l'hôtel Floride à Puteaux, avant que tout soit démoli. Et donc, je travaillais le soir, assez tard, parce que évidemment, j'avais rien à faire, j'avais pas de chez moi, quoi. Donc, mais j'ai continué à travailler parce que comme je ne délaissais pas mes autres travaux, puis je sentais qu'il y avait quelque chose là-dedans. Et donc j'avais des dessins, j'avais la maquette, et donc est arrivé le début mars 78, où je me suis absenté puisque je suis allé au Salon de Genève à titre d'information. Et de formation aussi, puisque quand on va avoir de la concurrence, c'est aussi une formation. Bien sûr. Donc je me suis absenté une journée, et le vendredi matin, plus de maquette. La maquette avait disparu. Et intérieurement, la pression commençait à monter, parce que je me suis dit, c'est quand même un peu fort, ça c'est pas possible, je suis pas un enfant de 4 ans quand même, on me traite pas comme ça, quoi. Et puis je regardais Gérard Welter et je le voyais qui me regardait du coin de l'œil et qui attendait de voir ma réaction. Mmh. Et on était en train de travailler sur le pick-up à ce moment-là, le pick-up argentin, et je lui dis... alors non, c'est lui qui vient vers moi et il me dit bon Gérard, on va aller voir le pick-up sur la terrasse. Et moi qui étais déjà sous pression, je lui dis moi je veux bien aller voir le pick-up, mais je voudrais savoir ce qu'est devenu la maquette que j'ai laissée, qui n'est plus là. Et là, il est monté en zone rouge tout de suite. « Ta maquette, tu la reverras jamais. Je t'avais interdit de travailler dessus, t'as continué, tu ne la verras plus jamais. » Et effectivement, personne ne l'a jamais revue, ni moi, ni personne d'autre. Et je pense qu'il l'a emmené chez lui, ce qui lui a permis d'adapter les maquettes que lui faisait en interne au plus près de ce que moi j'avais fait, parce que ce qui est très curieux, c'est qu'il n'a pas fait tout de suite une copie. Il est passé par différents chemins, et puis il est revenu vers une solution proche de ma maquette. Pourquoi? Parce qu'il a pas réussi à optimiser davantage, il n'a pas réussi à faire... Je pense que la concurrence avec Pininfarina était très dure, et il a été obligé de jouer cette carte-là parce qu'il ne s'en sortait pas, en fait. Et certainement, je pense que c'est ça. Ah, ça aurait été presque un choix par défaut? Oui, parce que quand j'étais encore là, il avait essayé de faire il m'avait proposé une maquette proche de la mienne,
Mais il l'avait modifié à sa sauce, avec ces choses habituelles que j'aimais pas, enfin des trucs pas logiques. Et il aurait voulu que je lui dise « Ah oui, c'est mieux comme ça ». Mais j'ai jamais dit. J'ai dit « Non, non. non, c'est moins bien, c'est moins bien ». Et c'est ça qui est curieux, c'est que... Alors donc, finalement, ça a été très facile pour lui de dire que c'était lui qui l'avait fait, puisque... alors, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est peut-être pour ça que de temps en temps, il revenait le matin, il prenait des cotes sur la voiture, et donc, ça peut peut-être expliquer le poteau rose. Et alors, comment vous réagissez quand vous découvrez? Alors, quand il hausse le ton, j'étais déjà sous pression, parce que alors on s'est engueulé. Puis, j'ai dit, à la fin, j'ai dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, je reste pas là, je m'en vais. Et j'ai jamais claqué une porte aussi fort. C'était une porte très lourde. Et dans un geste symbolique, j'ai tiré la porte de toutes mes forces. Et ça a claqué vraiment très fort. J'ai appris après que Gérard Velter, avec ses autres compagnons, là, les autres modeleurs, il avait dit, mais il avait cherché à dire, enfin j'ai raison, quoi. Il voulait que les autres approuvent. Mais évidemment que personne lui a dit, oh bah non, t'as tort, évidemment. Parce que, en fait, Gérard Velter, il pouvait être extrêmement sympathique, hein, mais il fallait surtout pas ne pas être d'accord avec lui, quoi. C'est ça, il fallait être tout le temps d'accord avec lui. Ah, bah, là, dans ces cas-là, ça se passait très bien. Et il avait de très bons côtés. C'est quelqu'un de... j'ai jamais vu une puissance de travail pareille. Hein. Il est vraiment... Il avait une énergie, mais phénoménale. Alors, il y a des gens chez Peugeot, notamment M. Chillon, qui était un ingénieur très proche de la création de carrosserie, avec qui je m'entendais très bien. Et il a essayé de nous réconcilier. Et il nous a réunis dans son bureau, et donc on s'est retrouvés. Parce qu'en fait, moi je suis parti un vendredi matin, et quand je suis rentré, donc le week-end, je rentrais chez mes parents à l'époque. Et pendant le week-end, j'ai rédigé une lettre de démission. Et j'ai voulu envoyer ma lettre de démission le lundi matin, juste avant de rentrer chez Peugeot, pour dire non, je ne veux pas être influencé, je ne veux pas rester, parce que je souffrais trop, en fait. J'étais vraiment trop dur. Et quand j'ai donné ma démission, j'ai eu l'impression d'avoir un poids, un soulagement. Un sac à dos de 50 kilos que je venais de poser, quoi. C'était terrible. Je m'en suis rendu compte après de ça. Et alors donc avec M. Chillon, dans son bureau, il y avait Gérard Velter, il y avait moi, et puis on commence à discuter, et puis Gérard Velter me dit, et puis il y a des gens qui disent que tu sais pas ce que tu veux. Je dis quoi ? Je sais pas ce que je veux. Alors ça, fallait pas me dire ça. Non. Au contraire, je savais bien ce que je voulais. Ça m'a quand même un peu irrité qu'ils me disent ça. Et M. Chillon a dit bon, je vois que c'est pas possible, on va arrêter là. Donc, voilà. Mais donc là, je suis parti. Je suis resté une semaine. Et Gérard Velter m'a dit ah bah c'est dommage que tu partes parce que je t'ai jamais senti aussi bien. J'ai dit bah oui, mais c'est parce que je pars justement. Donc, Et à quel moment vous découvrez la 205 ? Alors je découvre la 205 quand elle sort en 83. Parce que entre 78 où je rentre chez Oliez et 83, j'entends parler de rien. Plus de nouvelles de Gérard Velter à ce moment-là ? Si. Alors curieusement. Quand je suis rentré chez Oliez, Gérard Velter a trouvé ça très bien, parce qu'ils avaient vraiment la trouille que j'aille à la concurrence, et surtout étrangère, j'ai l'impression. Et finalement, chez Oliez, ça lui convenait très bien. Et Peugeot a redonné des travaux à faire chez Oliez, et j'ai travaillé dessus. Donc j'ai revu quelques fois Gérard Velter chez Oliez.
Et là, ça allait bien. Hein. Il y a pas de... Et donc, vous découvrez la 205 en 83. Et je découvre la 205 en 83, quand elle sort, surtout sur un journal, hein, l'Automobile Magazine, où il y avait toute une genèse, des photos de la genèse de la 205. Et alors là, ça fait mal. Là, ça fait très mal, parce que le journal, là, le magazine, dit dans son texte... Début 78, c'est-à-dire juste après mon départ, changement de position du style de la Garenne. Donc, il a dû quand même, juste après mon départ, il a dû faire une maquette très proche quand même, certainement. Parce que, ou alors les photos... il y a peut-être un problème de chronologie dans les photos, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, ça fait aucun doute que les maquettes qui étaient faites, aussi bien par Pininfarina, elle est au musée de Sochaux, là, la maquette de Pininfarina, qui était vraiment une 104 à peine améliorée. C'est ça, oui. Ouais, elle est bleue métallisée. Tout à fait. Ça valait rien du tout. Hein, et puis c'était toujours dans l'esprit, très carré, ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que Pininfarina, qui a dessiné des voitures fantastiques quand c'est des Ferrari, on lui demande de dessiner un restyling 204, il se plante. C'est bizarre. Enfin bon. C'était peut-être pas les mêmes gens qui s'occupaient de ces problèmes-là, ou alors, enfin bon, je sais pas. Mais donc là, ça a été vraiment le grand choc, et là, c'est à partir de là que je me suis dit, ça va pas quand même, hein, parce que... Vous appelez pas Gérard Velter, vous lui dites pas... non, mais non, parce que il n'y a rien à faire en fait, parce que il a très bien manœuvré, parce qu'il a fait croire qu'il avait tout inventé. Bon, il a participé, je ne dis pas le contraire, hein, j'ai pas dit, c'est pour ça que quand je dis les gens, il y a des gens qui me disent « vous avez dessiné la 205 ». Ah, j'ai dit non, c'est pas comme ça, il ne faut pas dire les choses comme ça. Gérard Velter a apporté son savoir-faire aussi, j'ai pas dit le contraire. Mais l'idée de base, il n'y a rien à faire, c'est la mienne, quoi. À quel pourcentage vous évaluez votre participation au projet et la sienne, par exemple, si vous deviez mettre un pourcentage? Oh, c'est un peu difficile, ça, mais je dirais une majorité pour moi, quand même. Hein. Ouais, parce que c'était vraiment... oui. Surtout par rapport à ce qu'il faisait, lui, et par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. Bien sûr, il dessinait pas déjà, on le rappelle. Alors déjà, il dessinait pas, donc c'est quand même un handicap de pas dessiner, parce que moi je fais les deux, je sculpte et je dessine, mais quand je sculpte, si je suis sec, si j'arrive pas à me sortir de mon truc, je passe au dessin. Et pareil pour le dessin. Quand le dessin, je me dis, bon là, il faudrait que je voie en volume ce que ça donne, donc je repasse au volume. Mais quand on sait faire que le volume, c'est quand même un handicap, quoi. Bien sûr. Alors on rappelle qu'à l'époque, Peugeot vient de racheter Citroën, a racheté Chrysler Europe aussi, qui est... Finalement, Peugeot est dans une situation financière difficile. La 205, c'est la voiture c'est un petit peu une bouteille à la mer, c'est pour sauver la boîte, quelque part. Je sais que M. Boileau, un des dirigeants de Peugeot, avait dit à Gérard Velter, si on se rate sur cette voiture, on est foutu. Cette 205 va être la voiture la plus vendue dans l'histoire de la firme Peugeot. Oui, alors je crois qu'ils en ont fait 5 millions en 15 ans, je crois, oui. Alors, je pense qu'ils ont dû faire vraiment beaucoup de bénéfices dessus, parce que nous, on avait comme impératif que ça coûte presque rien, quoi. C'est-à-dire que n'était pas question de rajouter la moindre petite pièce qui ne servait pas. Hein. Fallait que le style, avec l'emboutissement des tôles, tout ça, que ça se suffise à lui-même, quoi. Quand je vois maintenant les voitures qui ont un tas d'appendices, de pièces qui servent à rien, de pièces de décoration, ça me fait un peu sourire, quoi. Oui, je me dis, quand vous découvrez cette voiture, c'est une douleur énorme, j'imagine. Enfin, énorme, oui, oui. Parce que, en fait, quand on crée quelque chose, mais que ce soit
un dessin de voiture ou n'importe quoi d'autre, si votre création, quelqu'un d'autre la prend et met son nom dessus, ça fait forcément mal. On ne peut pas dire le contraire, c'est pas possible autrement. Mais je ne pouvais rien faire. Légalement, il a bien manœuvré parce que il a été reconnu comme le créateur. Les gens qui ne connaissaient pas mon histoire, et puis je suis parti en 78, la voiture est présentée en 83, donc tout ça s'est passé très très bien pour lui. Et en fait, légalement, il avait le droit de le faire, et je suis même content qu'il l'ait fait dans un sens, parce que si ça a sauvé Peugeot, je me dis, bon, bah, j'ai servi quand même à quelque chose en venant sur cette malheureuse terre, mais c'est moralement que c'est difficile. Mais sur le plan de l'efficacité, ça a marché. C'était très bien. La 205 GTI aujourd'hui, c'est une voiture de collection qui est presque intouchable, tellement elle est chère. Donc, Gérard, vous saviez bien que c'était déjà comme ça à l'époque où il y avait un pastron du style. Oui. Et puis les autres, c'est pas forcément cité. C'est encore un peu le cas maintenant, même toujours, hein, actuellement. Un peu moins. Un petit peu moins, mais quand même encore. Oui. Mais c'est pas seulement dans le style, c'est que tout le fonctionnement des très grosses entreprises, ça marche comme ça. Oui. Vous alliez même dans une entreprise commerciale où il n'y a que des commerciaux, vous avez toujours des gens qui sont au-dessus et qui récupèrent le travail de leur équipe et qui mettent leur nom dessus. Dans le domaine du design, l'ami qui m'avait indiqué la petite annonce dans Le Point, lui, il a travaillé avec Raymond Loewy. Bon, après, il a fait toute sa carrière chez Renault. Mais Raymond Loewy, il fonctionnait comme ça. Il prenait les dessins de ses employés. D'un côté, il mettait ce qui lui plaisait, il signait, et puis de l'autre côté, il rejetait. Mais il signait. Donc, c'est un fonctionnement qui est, je dirais, quasiment normal, mais regrettable quand même, parce que c'est pas comme ça qu'on arrive à faire s'exprimer les gens qui ont envie de s'exprimer. Vous en voulez à quelqu'un ? Non, parce que... Mais... oui, j'ai ravé le terre un petit peu quand même, hein, forcément. Je vais me répéter, mais c'est pas parce qu'il a utilisé mon travail, c'est parce qu'il a voulu l'occulter totalement. Ça, c'est ça qui me gêne, en fait. C'est pas qu'il l'ait utilisé. Je suis très content que Peugeot s'en soit sorti, hein, et que j'y ai un peu participé, même beaucoup, je crois. Mais bon... Bien sûr. Mais avec mes parents, c'était une autre époque. Eux, ils croyaient bien faire en me disant il faut laisser passer les autres avant toi. En fait, c'était ça un peu le message, mais c'était pas ça c'est pas bon pour réussir, ça. C'est pas bon. Bien sûr. J'imagine que votre vie aurait été complètement changée si vous aviez été reconnu. Certainement, oui. Et donc. Cette douleur, j'ai essayé de la transformer en situation positive, et cette frustration m'a permis de trouver l'énergie phénoménale qu'il nous a fallu à Claude Poirot et à moi pour créer l'Aventurie. Ça a été vraiment très très difficile, ça. Et du coup, vous devez démarcher et trouver un autre employeur. Et alors là, en fait, ils m'ont payé 3 ou 4 mois, mais je suis parti parce que les employeurs n'aiment pas que quelqu'un qui s'en va, qui a démissionné, reste pour éventuellement créer un mauvais esprit. Enfin bon, c'était pas mon objectif, hein, mais donc ils m'ont libéré au bout de 8 jours. Et donc, il y a eu un petit peu de temps quand même, quelques mois. Et puis, j'ai un ami qui travaillait chez Renault qui m'a envoyé une annonce que Liez avait fait passer je crois que c'est dans Le Point, et qui cherchait un designer. Alors, quand on lisait l'annonce, on avait l'impression qu'il fallait vraiment être à un top niveau
et que c'était vraiment quasiment inaccessible. Enfin, j'ai écrit quand même. Finalement, j'ai rencontré Yves Dubernard, qui était le patron du style Euliez, et tout semblait prometteur, parce que Euliez avait construit un centre de style spécifique, en pleine campagne. Ça me plaisait bien de retrouver la campagne, parce que c'était de la verdure, alors que le bureau d'études de Peugeot était dans la mauvaise banlieue, enfin la banlieue très laide à l'époque à l'ouest de Paris. Donc j'ai rencontré Yves Dubernard et le courant a bien passé. C'est toujours resté un ami, on se voit régulièrement. Et avant de rentrer chez Euliez, j'avais écrit chez Citroën. Premier réflexe, je quitte Peugeot, je vais chez Citroën. Mais j'ai reçu une lettre, monsieur, c'était même pas écrit monsieur, c'était MR, un petit R, enfin le courrier standard qu'on envoie à tous les gens qui postulent pour un poste et puis qui n'est pas disponible. Et là, on m'a dit, nous n'avons pas de poste correspondant à votre qualification. C'est assez étonnant parce que peu de temps après sortait la Visa. Et la Visa, qui était un refus complet de la clientèle. Hein. L'ironie de l'histoire, c'est que... Chez Euliez, chez Euliez, j'ai refait, avec Yves Dubernard, mais c'est essentiellement moi, je crois que je peux le dire, qui a travaillé dessus, j'ai refait la face avant de la Visa, les protections latérales, les feux arrière, tout ça, quoi. Et la Visa chrono. La chrono, c'est vraiment mon dessin. C'est vraiment avec les bandes, là, ça répondait, mais c'est vraiment... malheureusement, je n'ai pas le dessin de la chrono, il est resté chez Euliez, mais c'est vraiment exactement ça, avec les ailes élargies, avec les rivets apparents, enfin, c'est exactement mes dessins, ça. Les 3 premières années, on faisait des choses intéressantes, dont la Visa, parce que même si c'est que du maquillage, c'était quand même... moi, j'ai pris plaisir à faire ça. On avait fait... Alors, j'ai travaillé sur l'Alpine aussi, avec malheureusement Robert Aupron qui, je trouve, a pas bien géré le truc. Enfin bon, ça on en parlera plus tard. Mais parce que c'est ma maquette qui avait été choisie, ma maquette au 5e qui avait été choisie comme base pour faire l'Alpine. Contre toute attente d'ailleurs, vous y croyiez pas trop au départ. Oui, oui, c'est ça, oui, parce qu'elle avait été modifiée. Moi, j'avais été obligé de m'absenter. L'avant était... comme je dis souvent, insipide et sans saveur, et donc je me disais, bon, c'est foutu. Puis finalement, je pense que c'est l'esprit général, notamment de l'arrière, qui avait plu. Et on parle de l'Alpine V6, hein On parle de l'Alpine V6, l'A610, elle a plusieurs noms, ce qui est un peu embêtant d'ailleurs. Elle a plusieurs noms, cette voiture. Et la V6 GT aussi, au début c'était la V6 GT. C'est vrai. Et surtout que ma maquette qui avait été choisie, c'était parmi une dizaine ou une douzaine d'autres maquettes, dont des maquettes de chez Renault, des maquettes du Berex, c'est-à-dire de chez le bureau d'études Alpine, avec Yves Le Gall, et puis le bureau American Motors. Alors là, j'ai jamais vu les maquettes d'American Motors, je ne sais pas du tout comment elles étaient. Mais peut-être que pour les Américains, c'est difficile d'un seul coup de faire un produit avec l'esprit français et tout. Donc, je sais pas du tout. Je n'ai pas vu les maquettes d'American Motors, mais je sais qu'il y en avait une douzaine à peu près, 10 ou 12. D'accord. Pour en revenir à la 205, donc les 3 premières années étant bonnes, mais les deux dernières années, moi j'arrivais à 5 ans en fait, hein, en 83, j'arrivais à 5 ans de présence, et je me suis rendu compte que, contrairement à ce que je pensais, pour moi, ça devenait c'était destiné à devenir le Pininfarina français, Euliez. Et puis j'ai vu que 4e et 5e année, ça se dégradait, on avait moins de programmes, on avait beaucoup travaillé aussi pour Ford, par exemple, avec Patrick Lequément, qui était chez Ford à ce moment-là. Sur quel modèle ? Sur le modèle Transit. D'accord. Ouais. Donc, arrivé presque à l'anniversaire de ma 5e année, je me dis, bon, il faut que je prenne une décision, là, parce que sinon, je m'enterre vivant, là. C'est mal parti,
Et donc, dans le même temps, j'ai rencontré Claude Poirot, qui travaillait chez Heuliez, et on avait bossé ensemble sur une capucine de bétaillère. Donc c'est là qu'on s'est aperçu que nous deux, ça fonctionnait bien, quoi. Et lui, c'était la partie technique, moi la partie style. Et en fait, on a fait une capucine en un temps record. Et on s'est dit, comme c'est un ancien de chez Alpine, Claude, et il avait envie de créer sa propre voiture. Et puis moi, j'avais donc envie aussi d'autre chose, quoi. Donc, j'ai saisi l'occasion de cette rencontre et j'ai commencé à dessiner des Venturi, qui ne s'appelaient pas Venturi à l'époque, mais ce qu'on appelait, je l'avais baptisé le GP84, c'est-à-dire Godefroy Poirot, sorti en 84. C'était le nom de code. Le nom de code, GP84. Ça a été la base de tout. L'Aventuri, ça a été, oui, ça a été quand même, c'est vraiment une deuxième vie pour moi. Hein. C'est une deuxième vie parce que, curieusement, au départ, c'était pas pour faire une voiture de sport, construire une usine et tout ça. Vous imaginez si on avait dit avec Claude Poirot, tous les deux, on aurait dit, on va construire une maquette, on va trouver des investisseurs, on va construire une usine, et puis après on sortira plusieurs centaines de voitures. On aurait dit ça, on aurait dit, mais ils rêvent complètement, cela. Il faut les laisser dans leurs rêves, quoi. Et pourtant. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé, oui. Mais c'est parce que ça fait une combinaison de plein de choses. Il se trouve que Claude Poirot et moi, on faisait un couple efficace chacun dans son domaine. C'est-à-dire que moi, c'était évidemment le style, donc c'était indispensable que la voiture plaise beaucoup. Et ça a été très très bien accueilli. Mais j'ai l'impression que tous les deux, il y a vous avec une dimension un peu, allez, je vais dire artiste, un petit peu, quelque part, oui. Et Claude qui est très cartésien, l'ingénieur, enfin on a cette impression. Claude est très cartésien, mais je crois l'être aussi. D'accord. Et je crois que c'est pour ça que j'ai réussi à me sortir de l'ornière dans ce métier, c'est que j'aime la technique. J'aime la technique, j'aime pas trop la mécanique parce que quand je prends une clé, pour moi je dis bon je vais encore me bousiller la main hein, parce que la clé va lâcher. Enfin, bon. Non, j'aime pas trop ça. Je dirais que mon maximum c'était le rodage de soupape de ma 4 chevaux quand j'avais une vingtaine d'années. C'est déjà ça. C'est déjà ça, oui. Mais je sais comment fonctionne un moteur quand même. Hein. Mais Claude, lui, il n'avait aucune prétention au style, ça tombait très bien. Et puis, par contre, il est extrêmement compétent pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire la mise en place d'un outil de production. Et puis... C'était ça son vrai métier, d'ailleurs. C'est son vrai métier, ça, oui. Et c'était vraiment l'homme de la situation. Et après, il est devenu, pour moi, je considère comme le chef d'orchestre du démarrage de l'Aventuri. Il a fallu mettre au point un prototype roulant, parce que ce qu'on avait fait, c'était une maquette, en fait. Hein. Elle était creuse, on pouvait s'installer dedans, ça c'était important, parce que voir si on était bien, tout ça, c'était... Il n'y avait pas eu besoin de longues études. Hein. Je me suis assis dedans, je me suis dit, bon, là, ça va, c'est bien, je suis bien, et ça a suffi. Comme je fais 1m87, les grands, finalement, s'y trouvent bien. Donc Claude a géré ça, c'était le chef d'orchestre. Et le moins qu'on puisse dire, ça a été fastidieux quand même, non ? C'est-à-dire que la partie de création en 84, entre février et octobre, a été forcément difficile, puisque à deux, il a fallu qu'on fasse le boulot de plusieurs personnes, hein, c'est-à-dire à partir de rien du tout, créer une carrosserie complète. Donc c'est évidemment un énorme travail. Au mois de février, il n'y avait rien, et au mois d'octobre, il fallait que la voiture soit là. Et il a fallu, en février, que j'appelle
Monsieur Charpin, je crois, du Salon de l'Automobile, qui était le directeur pour les exposants. Il a fallu que je le convainque de nous réserver une place, alors que j'étais pas connu, Claude non plus. On n'avait encore rien fait jusqu'à présent, personnellement. Donc il fallait le convaincre qu'à partir de rien, au salon, il y aura une voiture complète. Donc ça, c'était pas facile. C'était la partie administrative, mais après, pour la partie réalisation... il fallait bien créer la voiture. C'est des heures et des heures, et des nuits. Ça s'est fini avec des nuits blanches. On a perdu à peu près chacun 7 kilos. Enfin, c'était un accouchement dans la douleur, quoi. C'était un accouchement dans la douleur, mais aussi dans le contentement, parce que au bout du compte, il y avait quelque chose quand même. Et la voiture, elle a été présente au salon le jour de l'ouverture, pour dire à quel point c'était tangent. C'est que les phares, par exemple, j'ai mis des scotch sur le capot le matin de l'ouverture du salon. Bon. Et mon ami Francis Quinton, qui est passé, il m'a dit, parce que la voiture était gris clair en partie haute et gris foncé en partie basse, et il m'a dit, si tu mettais un petit filet rouge dans le bas, entre les deux, là, dans le bas de la partie claire, ce serait pas mal. C'est ce que j'ai fait, il avait raison, c'était beaucoup mieux. Mais j'étais dans un tel cirage que j'étais plus trop capable d'inventer quoi que ce soit. Alors le tout début, c'est un dessin ? Tout début, oui, c'est un dessin. Quels sont vos échanges ? Il y a ce premier dessin, vous échangez tous les deux ? Oui, mais en fait, Claude a toujours eu beaucoup de confiance en moi, et d'abord parce qu'il a toujours considéré que c'était pas son métier. Les premiers travaux, c'est effectivement un dessin, mais j'ai fait très vite une maquette au 5e. Et la maquette au 5e, je l'ai commencée quand j'étais encore chez Heuliez. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils auraient pu se dire, on pourrait peut-être le faire travailler pour notre compte, mais non. Ils ont pas percuté. Et je me rappelle que le PDG était passé me voir, mais je pense qu'il devait se dire qu'il faut les laisser s'amuser, les artistes, là. On va pas les déranger, ils s'amusent, bon, c'est tout. Ça a dû quand même lui faire drôle quand il a découvert la voiture au Salon de Paris. Parce que ce qu'il y avait sur le stand Godefroy, il y avait Godefroy écrit au-dessus du stand. À mon avis, il aurait bien aimé sûrement que ce soit Heuliez, mais moi j'aurais bien voulu. Il m'aurait donné dans un coin d'atelier 2 personnes avec moi pour faire la voiture. Je faisais pareil pour lui, hein, mais il ne me l'a jamais dit, il ne me l'a jamais proposé. Hein. Bien sûr. Et donc, premier dessin, on va dire inspiration italienne, pour pas dire Ferrari. D'ailleurs, je comprends mieux quand je vois dans votre bibliothèque, là, juste à ma gauche, justement, pas mal de bouquins Ferrari, justement. Oui. J'ai toujours pensé que la beauté d'une carrosserie n'avait rien à voir avec son prix. Ça m'énervait toujours quand on me disait cette voiture-là, oui, elle est moche, mais ils n'ont pas pu faire autrement. C'est absolument faux. Quand une voiture est laide, c'est parce que les gens ont mal travaillé, et puis c'est tout. Hein. C'est pas plus loin, c'est pas plus idiot que ça. Hein. Et Dieu sait que cette première Venturi était tout sauf laide. Alors, elle a beaucoup été appréciée. Alors, ce qui est très marrant, c'est que au salon, il y a des gens qui nous ont dit « Mais ça vient d'où, ça ? Ça vient d'Italie, d'Angleterre ?» Ben non, nous, on est Français. « Ah bon, ça vient de France ?» Les gens ne voulaient pas croire. Je dirais que dans l'esprit français, on n'était pas capable de faire ça. C'est incroyable, quand même. Et donc, premier dessin, première maquette... Donc là, j'ai continué à travailler sur les premiers dessins, les premières maquettes pendant, je dirais, le dernier trimestre 83 jusqu'à février 84, où là, les choses prennent tournure, c'est-à-dire que là, on est devant le bassin et il faut se jeter à l'eau, quoi. Hein. Ça, c'est pas facile, parce qu'on se dit, là, on en prend pour
quelques mois quand même. Hein, et on savait que ce serait dur. Moi, je savais que ce serait dur, hein, parce que je savais ce que c'était quand même que se construire une carrosserie. Puis là, j'étais tout seul avec Claude. C'était quand même pas simple de prendre la décision, mais il fallait la prendre de toute façon. Et puis au bout du compte, je me disais, de toute façon, si on n'est pas prêt, on passera pour des crétins, puis c'est tout, mais ça ira pas plus loin, quoi. Bien sûr. Vous avez eu des contraintes techniques dans le design, par exemple? Il y a des choses qui... Alors, les contraintes techniques, quelques-unes, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque il n'était pas question qu'on se paye un pare-brise. Donc, l'une des premières choses, pour moi, qui a été difficile, mais ça a été fait, je dirais, un petit peu avant février 84, c'était de choisir un pare-brise sur le marché. Sur le marché, c'est-à-dire sur une voiture existante. J'avais retenu 3 voitures qui pouvaient éventuellement fonctionner. Il y avait l'Alfa GTV, et il y avait la Lancia Monte Carlo, et la Fuego. Mais pour les voitures italiennes, c'était quand même plus difficile, hein, parce que c'est des voitures moins courantes, surtout la Monte Carlo, donc le prix aurait été aussi conséquent. La Fuego, c'était simple. Il avait un autre avantage, le Fuego, c'est qu'il était un peu plus arrondi, et ça me convenait un peu mieux aussi. D'accord. Plus bombé, quoi. Mais ce que j'aimais bien aussi sur la Fuego, c'est que donc il avait un dévers, c'est-à-dire le point haut du flanc était très rentré par rapport au point hors-tout extérieur qui est vers le milieu de la voiture, enfin vers le milieu de la porte. Et ça m'intéressait parce que je souhaitais vraiment avoir des vitres latérales assez inclinées vers le centre. J'avais déjà, sur la 205 par exemple, c'est un truc auquel je tenais beaucoup et on le retrouve sur la voiture, c'est une courbe assez constante entre le bas et le haut, avec un resserrement vers le haut, mais quelque chose de très arrondi. D'accord. Et sur la Fuego, c'était le cas, puisque déjà à l'origine, sur la voiture d'origine, c'était comme ça, mais comme j'ai incliné un petit peu plus le pare-brise, le dévers s'en est encore trouvé un peu plus fort. De même que j'ai rentré le pare-brise, je l'ai enfoncé en fait un peu, et je l'ai basculé un petit peu. Ce qui fait que ça m'a fait un pare-brise que personne n'a reconnu sur le coup, mais qui finalement me convenait, je m'en suis sorti. Ça, c'est une contrainte terrible, hein, de partir de là, mais c'est pas seulement ça. Évidemment. C'est que pour des raisons de coût et de fiabilité, on a choisi avec Claude, enfin j'avais choisi la voiture, mais on a décidé de mettre le cadre de porte de Fuego. Et ça, c'était une sacrée contrainte aussi, parce que je ne maîtrisais pas du tout l'attaque de pavillon sur le côté, puisque ça existait, il fallait faire avec. Hein. Mmh. Donc ça, c'était une contrainte. Ça a modifié beaucoup votre dessin, ça? Ah oui, forcément, oui. Mmh. Oui. Mais ça s'est bien passé. Le résultat final a beaucoup plu. Ce qui est marrant, c'est que avec ces données-là, je me suis dit, il faut que je me trouve un pare-brise de Fuego et des portes de Fuego. Donc j'ai pris ma Renault 14 TS que j'avais à l'époque. J'ai expliqué au gars que je voulais un cadre de Fuego, c'est-à-dire le pare-brise, mais avec la tôle autour, pas seulement le pare-brise. Et j'ai ramené ça avec 2 portes. J'ai ramené 2 portes dans le coffre de la Renault 14. Et puis, on a monté ça sur la maquette, qui était dans le sous-sol de Claude. Pour la partie sculpture, il nous fallait de la mousse polyuréthane. Et alors là, vous avez fait du troc, hein, pour ça. Là, j'ai fait du troc, oui, parce que j'ai j'ai échangé du design de pressoir à raisin contre des morceaux de mousse polyuréthane qui nous a servi à... Mais qui coûtait un certain prix, mine de rien. Alors, les morceaux de mousse polyuréthane coûtaient assez cher. Et on avait, évidemment, on essayait de réduire au maximum les investissements. Et puis, il y a eu la contrainte de cette vitre à l'arrière aussi, mine de rien. Alors, la vitre arrière, donc, moi, ça m'arrangeait aussi de faire un arrière à la Ferrari. C'est que c'était une vitre plate. Ça, c'est très facile
à se procurer. Hein. Il suffit d'avoir un gabarit et puis on arrive à faire découper une vitre plate. Il y a les feux, les différentes optiques de voitures. Alors à l'arrière, si je dis pas de bêtises, c'est une série 3, c'est la BMW série 3. Oui, bien que la première maquette du Salon 84, qui a malheureusement été détruite par la suite, je veux dire que c'est pas moi qui avais pris la décision, parce que j'aurais bien aimé la garder, enfin, ou qu'elle aille dans un musée. Je trouve qu'elle aurait eu sa place dans un musée. Bien sûr. En fait, moi j'avais choisi des feux de Santana, de Volkswagen Santana. D'accord. Qui étaient plus modernes que les feux de BM. Le problème, c'est tout simple, c'est que Volkswagen a refusé de nous donner l'autorisation de les utiliser. Donc on est tombé sur les feux de BM série 3. Pourquoi cette maquette a été détruite, en fait? Ah, ça, je sais pas. Je sais pas. Faudrait que je demande à Claude, peut-être qu'il en sait plus, mais je sais pas pourquoi elle a été détruite. Elle est restée longtemps à l'usine. Moi, je l'ai même vue à Couéron, c'est-à-dire que pas seulement dans la période de l'usine de Cholet, mais dans la période de l'usine de Couéron. Je sais pas qui a décidé de la détruire. Si j'avais été informé, là, je prenais ma voiture et je venais tout de suite, hein, parce que j'aurais bien voulu la garder, cette maquette, parce qu'elle était quand même assez différente, finalement, dans le détail, de la voiture définitive. L'arrière, par exemple, Claude a été obligé de changer un petit peu l'assiette de la carrosserie, donc aller un petit peu plus... Bon, si on avait pu les voir l'une à côté de l'autre, là, on se serait rendu compte de la différence. En tout cas, elle va être donc présentée au Salon de l'Auto. Oui. On est en 1984. En octobre. Et alors, septembre. Là, les critiques sont dithyrambiques. Hein. Franchement, oui, tout le monde a adoré. Oui. Et puis, les premiers investisseurs vont commencer à s'intéresser au projet. On a eu effectivement beaucoup de monde et c'est en fait, moi j'ai eu très peu de contact avec Hervé Boulan, mais c'est Claude en fait qui a géré tout ça. Après le salon, il a revu Hervé Boulan et tout a été décidé à ce moment-là. Moi, j'étais rentré chez moi, j'en pouvais plus, j'étais à moitié dépressif parce que le contre-coup du salon, enfin, j'étais pas tout à fait dans mon assiette. Et finalement, j'attendais un petit peu qu'il se passe quelque chose, quoi. Et il va se passer quelque chose, puisqu'Hervé Boulan va être donc intéressé par le projet. Hervé Boulan donc, va concrétiser, puisqu'il va amener d'autres investisseurs. Et puis, il a été décidé, donc ils ont créé une société dans un premier temps qui s'appelait Valfimo. Ils ont décidé à ce moment-là d'un plan d'action. Et c'est lui qui a voulu passer d'une voiture économique, qui était notre objectif de départ. Hein. Pour moi, j'aime bien tout ce qui coûte pas cher. Et en fait, l'Aventurier, au départ, c'était une concurrente plutôt de la Matra Murena, ou de la Matra Bagheera. Si mes souvenirs sont bons, c'est un moteur de Golf. C'est un moteur de Golf qui était monté à l'arrière. Il n'y avait pas de branchement, mais le moteur était là. C'est ça. Donc c'était une petite voiture sportive avec une allure qui évoque la Ferrari. Hein. Je m'en suis jamais caché, hein, mais je me dis pour vendre... parce que j'intègre dans... mon raisonnement de création de style, j'intègre aussi, je dirais, l'étude de marché que moi je me fais intérieurement, quoi. Je me dis, bon, pour plaire aux gens, si on fait une petite Ferrari, ça c'est sûr que ça va leur plaire. Et ça a marché. Alors, en effet, ça a marché, mais ensuite, il a bien fallu passer à l'étape supérieure. Oui. Claude a dessiné, fait les plans d'une usine, enfin l'implantation de tous les postes de fabrication. Et une usine toute neuve est sortie de terre à Cholet. J'aimais bien cette usine, elle était bien dimensionnée par rapport à la quantité de voitures produites, c'était pas trop grand. Il y avait une possibilité d'agrandir en cas de besoin, enfin je trouvais que ça c'était très bien. Puis vis-à-vis des engagements de la mairie de Cholet, je trouvais que c'était très bien d'y rester et non pas de partir à Couéron, mais ça, c'est pas Claude qui a décidé, hein, c'est Xavier de la Chapelle après. Combien de personnel au départ, combien de personnes vont travailler sur cette voiture au début, à la fabrication de cette voiture? Je sais
Pas trop précisément, mais je dirais une vingtaine, entre 20 et 30 à peu près. D'accord. Au début, dans l'usine. Là. Elle s'est montée un peu progressivement, puisque l'usine est partie de zéro. Hein. Alors, entre-temps, dans tout ça, il y a eu la définition du prototype, parce qu'on avait une carrosserie, mais on n'avait pas de prototype roulant. Bien sûr. Donc Claude, c'est pour ça que je dis que c'est le chef d'orchestre, il a été voir Jean Rondeau, qui était quand même l'homme qui avait gagné Le Mans en 81, je crois. Et c'était quand même une belle référence. Et là, il a rencontré non seulement Jean Rondeau, mais Philippe Beloux, qui était le créateur des rondeaux à l'époque. Et donc, Philippe Beloux a dessiné un châssis et des suspensions pour l'Aventuri. Et malheureusement, il y a eu un drame affreux, c'est que Jean Rondeau s'est fait tuer à un passage à niveau, je crois que c'était en 85, au mois de décembre. L'équipe a quand même continué, mais ça a été un coup dur quand même. Hein. Puis en plus dans des conditions affreuses, quoi. Avec un choc, un passage à niveau, enfin c'était horrible. Un constructeur, qu'il soit petit ou grand, se doit, après avoir empoché une victoire, se doit de revenir pour confirmer, ne serait-ce que pour les organisateurs et bien sûr, bien évidemment pour tous les spectateurs, pour tous les gens qui nous ont supportés. Donc nous reviendrons, c'est sûr. Alors les deux premières voitures ont été équipées de moteurs de 505 GTI. Moi j'ai eu l'occasion de conduire la voiture, en fait c'était pas satisfaisant. Hein. On sentait bien qu'il manquait quelque chose, quoi. Quand on était dans l'atelier de Jean Rondeau, qui continuait malgré son absence, et Claude est arrivé un jour, parce que moi je bricolais sur différentes pièces de carrosserie pour la mise au point. Il arrive et il nous dit, bon, on change tout. On met un V6, non pas en travers, mais en longitudinal central. Ce qu'on appelle le PRV, c'était Peugeot, Renault, Volvo. C'est ça. Mais je crois que c'était une version alpine. Enfin, ça faisait énormément de travail avec des délais très courts. Mais il y avait une équipe motivée pour le faire ça. Ça a été décidé vraiment très rapidement par Claude et Hervé. Je comprends. Ensuite, donc les premières commandes, comment ça se passe enfin Je sais qu'il y a il me semble que c'est le directeur de l'Automobile Club de l'Ouest qui en avait commandé une. Et puis il y a un monsieur qui avait vu un article dans un journal qui s'appelait Pierre Bachelet et qui a dit s'il faut un fou pour en acheter une, je vais être celui-là, quoi. Donc, il a commandé une voiture, et ça a été une des premières voitures. Et il a créé, monsieur Pierre Bachelet, il a créé le club. Le fameux club Venturi. Exactement. Bon, c'est plus lui maintenant qui est à la tête du club, mais il y a eu plusieurs présidents du club, mais c'était le premier président fondateur. Alors ça veut dire qu'entre-temps, vous vendez votre projet, enfin comment ça se passe ? Oui, avec Claude, il a été décidé que finalement les investisseurs ont acheté notre projet. Et donc comme moi le prix me convenait, la seule différence avec Claude, c'est que moi j'avais tellement souffert quand même, malgré la passion, c'est quand même un boulot colossal, quoi. J'ai souhaité diviser en 3 ma part. Claude a mis toute sa part en action Venturi, dans l'entreprise. Et puis moi, j'ai voulu diviser en 3. Prudent, toujours. Et les pieds sur terre. Un tiers en cash. D'accord. Un tiers en action. Et un tiers étalé sur les 150 premières ventes. Voilà, donc comme ça, j'ai pas tout perdu, alors que Claude a tout perdu, hélas. Comme ça arrive souvent avec les augmentations de capital. Les premiers investisseurs, bien sûr, ils lancent l'affaire, mais après, il y a besoin d'argent, donc il y a des augmentations de capital, et les investissements des gens du départ se trouvent dilués totalement dans la masse d'argent qui est nécessaire pour continuer. Donc finalement, pour vous, ça n'aura pas été une opération blanche. Vous ne l'aurez pas fait pour rien. Ça n'aura pas été une opération blanche. Ça m'a un peu poussé à créer ma propre entreprise, que j'ai appelée tout bêtement Godefroy Design, même si j'aime pas trop le mot de design, mais, parce qu'il est employé à toutes les sauces. Mais c'était le mot le plus simple à utiliser. Donc ça veut dire qu'à peine le projet vendu, entre guillemets, cédé,
Oui, parce qu'en fait, je n'ai jamais été salarié Venturi. C'est ça, bien sûr, bien sûr. J'ai toujours été indépendant, peut-être par nature de caractère. Hein, je suis vraiment très indépendant. J'ai jamais signé pour me marier. J'ai jamais. Pour me faire signer quelque chose, faut vraiment. Faut se lever de bonne heure. Faut s'accrocher, oui. Et donc vous passez. J'aime pas les engagements ad vitam aeternam. Ça, j'aime pas ça. Et donc vous passez de l'Aventuri à Manitou. L'esthétique d'un produit industriel, c'est la même chose pour une voiture ou pour un chariot élévateur. C'est pareil. On va encore parler de proportions, de qualité de courbe, de couleur. C'est quand même pas loin, quoi. Puis il faut dire qu'un Manitou, ça a souvent 4 roues, hein, donc, et puis un moteur. Donc c'est pas quand même très très éloigné de l'automobile. Donc il y a Manitou, il y a quoi d'autre à ce moment-là encore? Il y a les pressoirs à raisin de Chalonne qui nous ont apporté la mousse de polyuréthane avec qui j'ai fait du troc. Et je faisais plus que ça, finalement. Donc ça me convenait pas parce que je voulais refaire de l'automobile. De la vraie carrosserie, c'est plus fin, c'est quand même plus fin au point de vue travail, quoi. Il y a plus de subtilité sur une voiture que sur un chariot élévateur. Hein. La nature même du produit le dit. Donc j'ai dit à Manitou qu'il faudrait me remplacer, quoi. Je me suis retrouvé un peu plus disponible. Donc il y a eu des projets, je ne me rappelle plus à quelle époque exactement, mais il y a un Indien, par exemple, qui fabriquait des locomotives en Inde, qui voulait se lancer dans l'automobile. Donc il est venu nous voir par l'intermédiaire d'un journaliste qui s'appelle Gautam Sen, et on lui a dessiné, enfin je lui ai dessiné une voiture, et on l'a faite ensemble avec Christophe, qui est maintenant mon partenaire pour la DS. Avant cette voiture-là, on avait fait toute la série des Venturi, avec Christophe pour ce qui concernait la symétrie des voitures, la finition du modelage, les moules et puis les pièces. Mais en fait, on a fait, à partir de ce coupé, on a fait un cabriolet, et c'est finalement le cabriolet qui a été fabriqué en Inde. Malheureusement, sans rien me dire, ils ont modifié les phares avant, modifié certaines choses. Et alors, les phares avant, c'était affreux. Ce qu'ils ont fait, c'était très très moche. Un petit peu après, là, j'ai été contacté par un des dirigeants de Tata, qui est une marque indienne, qui est une marque indienne quasiment totalement inconnue en France, qui a un nom bizarre pour un Français, hein, parce que ça a plusieurs autres sens en France. Et j'avais pas trop envie d'aller en Inde, mais c'est simplement un coup de fil. J'étais chez moi un jour et je reçois un coup de fil d'une secrétaire indienne qui me parle et elle me dit « Il y a monsieur Sumantran qui voudrait vous rencontrer ». Alors j'ai traîné un peu les pieds, et puis elle a rappelé, elle a insisté. Et j'ai dit « Bon, moi je vais quand même aller voir ». Donc on s'est rencontrés à Paris. Ce monsieur-là était tellement charmant, tellement gentil, que moi je fonctionne un peu à l'affectif. Alors j'ai dit « Bon, d'accord, je vais aller voir ce qu'il y a moyen, si on peut faire travailler ensemble ». Et je suis allé en Inde. Je travaillais avec le bureau d'études où je me suis fait des amis exactement comme si c'était en France, pareil, hein, vraiment sur le plan culturel, sur le plan état d'esprit, sur le plan des plaisanteries, tout ça, on fonctionnait pareil. Et vous avez travaillé sur quel modèle donc, pour Tata Motors? Donc j'ai travaillé sur le Safari, qui était un 4x4 qui avait été dessiné en Angleterre il y a très très longtemps, et qui avait un avant vraiment ingrat, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et donc j'ai apporté au niveau de tout l'avant quelque chose qui a été très légèrement modifié par le bureau Tata, mais l'esprit général est resté. Mais c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Ratan Tata, donc, qui est le président de Tata Industries. Donc, Tata en Inde, c'est un État dans l'État, quasiment. Hein. Ils sont partout. Alors, quand on voit des vidéos, des films sur l'Inde, on ne peut pas voir un film sur l'Inde sans voir un camion Tata, c'est pas possible. Bien sûr. Il y en a partout, partout, partout.
La collaboration avec Tata va se terminer. Oui. Et ensuite? Et ben ensuite, c'est la retraite. La retraite, oui, directement. Oui, c'est la retraite, sauf un jour, en passant par le Mans, je vais voir Christophe Beer, avec qui j'avais déjà travaillé, donc sur les Venturis, sur la Sanne indienne. Et puis, en fait, Christophe, je l'ai rencontré chez D'Angèle en 85, et j'avais fait les élargisseurs d'ailes et les bas de caisse de la 505 4x4. Et j'avais rencontré Christophe, et ça s'était très bien passé, très vite, et on est devenus très amis. Et donc Christophe, il vient vous voir avec une DS? Non, moi je vais le voir, vous allez le voir au Mans, et sur son marbre, il avait une DS noire, pas très très belle en état, hein, donc à restaurer, et il m'explique qu'il va en faire un cabriolet, donc moi je lui dis quand même, cabriolet, tout le monde fait des cabriolets, tous les garagistes qui ont envie de gagner un peu d'argent à partir d'une DS, ils font un cabriolet. Avec tout ce qu'on a fait ensemble, avec tout ce que tu sais faire, tu peux faire mieux que ça. Et je lui dis, de toute façon, si tu fais un cabriolet, je te ferai un hardtop, parce qu'il y avait les hardtops de DS, ça n'existe pas, même pour les cabriolets. Et je lui dis, si tu es d'accord pour changer, et d'aller jusqu'à faire un coupé, là, on pourra vraiment faire un truc super, quoi. Un cabriolet, ça n'aurait jamais été un cabriolet de plus, quoi, c'est tout. Vous n'aviez pas aimé le travail de Chaperon, je crois, sur la DS. Alors moi, je ne vais pas critiquer les Chaperons, mais moi, personnellement, je dis, parce qu'on peut dire, moi, je dis pas c'est pas beau ou c'est beau. Je dis, j'aime pas. D'accord, c'est différent. Donc, moi, ça ne me satisfaisait pas parce que l'ADS est un tel chef-d'œuvre de design, je trouve que Chaperon s'en est éloigné de l'esprit DS. J'étais convaincu, depuis toujours, qu'il y avait une marge de manœuvre pour faire un super coupé. Christophe, j'ai réussi à le convaincre que ça pouvait être un projet beaucoup plus intéressant que de faire simplement une copie. Et donc c'est parti comme ça. Donc j'ai fait un dessin que j'appelle toujours le dessin bleu. Et donc j'ai travaillé à partir d'un profil de cabriolet. Uniquement à l'ordinateur, hein, pas de papier, rien, uniquement à l'ordinateur, en retouche d'image. Et j'ai fait la silhouette du Grand Palais. Et en juillet 2012, le dessin était mûr. Je l'ai montré à Christophe, à Yves Dubernard et à plein d'autres gens. Et à chaque fois, c'était waouh. Christophe avait son activité. Je pense qu'il a peut-être pas percuté tout de suite sur l'intérêt que pouvait susciter un tel engin. Donc il a commencé qu'en 2014. Et puis à partir de 2014 jusqu'à 2019, je suis allé là-bas, on a travaillé ensemble. Moi, je sculptais la mousse de polyuréthane, encore une fois. Comment ça se passe? Il y a un premier modèle qui est fabriqué, enfin ensuite? C'est la démarche classique, hein. Une maquette, il faut passer des enduits. Généralement, on met un tissu de verre pour bien durcir la surface. Et après, c'est des enduits mastic pour faire une surface absolument parfaite, quoi. Et une fois que cette surface-là est parfaite, il faut faire les plans de joint pour faire les moules. Une fois que tout ça est fait, les moules sont faits, faut tirer des pièces et monter une voiture. Et puis après, il faut la peindre, c'est ça. Évidemment. Et la présenter. Et puis faire toutes les parties techniques avec les charnières. Alors il y a un gros boulot de fait, Christophe, évidemment c'est lui qui a fait ça, sur les charnières de porte, les serrures de porte, l'armature des portes. Les deux premières avaient un avant en métal, en acier, en tôle, comme toutes les DS. C'était des avants de DS, en fait, sur les deux premières. Mais la troisième, c'est la première qui est entièrement en composite. Ça ne se voit pas, évidemment. Bien sûr. Comme ça, on est sûr que cette matière-là ne va pas rouiller, parce qu'une DS, ça rouille... je dirais que ça rouille de peur, parce que ça rouille alors, le châssis, on n'en parle pas, mais même les pièces de carrosserie, hein, les bas de porte, les bas d'ailes, bien sûr.
tout. C'est un nid à rouille, une DS, c'est pas possible, quoi. Et comment vous allez présenter cette voiture? À qui vous allez la présenter? Comment vous la faites connaître, en fait? La présentation a été faite à Rétromobile en fin janvier 2019, et c'était sa première sortie en public. Et là, les gens qui l'ont vu, c'était incroyable. Encore plus que Venturi, c'était « Oh, vous avez fait un chef-d'œuvre !» Les gens étaient complètement époustouflés. Et j'en étais moi-même surpris, parce que qu'on me dise « Ah ouais, c'est pas mal, d'accord », mais là, j'entendais parler que de superlatifs. Chef-d'œuvre, magnifique, boulot remarquable, enfin, que des trucs comme ça. Ce qui est hyper gratifiant, parce que quand on s'attaque à un monument d'automobile comme ça... Je dirais qu'il fallait que ce soit d'un haut niveau, parce que sinon, quand on voit tout ce qui a été fait sur la DS, je dirais même en dehors de Chaperon, ça n'a jamais été à la hauteur de la DS. Alors que là, les gens m'ont dit, ça sublime la DS, quoi. Ça va au-delà de la berline. Première commande? Il y a déjà un visiteur qui me disait, moi je vous en donne 100 000 tout de suite. C'est fou. Bon, déjà, je me dis, bon, ça se présente plutôt bien, quoi. Alors, le premier modèle, le moteur n'était pas dans le capot, donc on n'ouvrait pas le capot. Parce qu'on n'avait pas eu le temps de monter la mécanique, enfin Christophe n'avait pas eu le temps. Donc, pendant les 6 premiers mois qui ont suivi la Rétromobile, les mécaniques a été montée. Et puis la deuxième voiture a été construite, et en fait, c'est un client ami, je ne vais pas le citer parce que je ne suis pas sûr qu'il le souhaite, mais qui a acheté la deuxième. D'accord. Et qui a été bleu, métallisé, avec le toit gris perle, gris clair. Alors ces deux voitures avaient donc un avant en métal, en tôle, et un tableau de bord issu des DS. Mais ces tableaux de bord-là, on n'en trouve plus du tout. J'ai à nouveau retroussé mes manches et j'ai créé un tableau de bord pour les futures voitures. Et la voiture numéro 3 a ce nouveau tableau de bord qui s'inspire des précédents, qui abandonne complètement ceux des années 70-75 qui sont noirs, en tôle pliée, en bout de plastique de mauvaise qualité. Apparemment, c'est bien accepté, mais je crois qu'il est pas mal. C'est pas à moi de le dire, mais... Avant de conclure, je voudrais qu'on regarde, que vous nous montriez quelques dessins que vous nous avez gentiment préparés. On regarde ça? Oui, d'accord. Alors, celui-ci, c'est mon préféré. Pourquoi? C'est mon préféré parce que il a la vitre arrière, ici, qui est très proche de la vitre de la 2 portes, alors que ça, c'est une 4 portes. Je pense qu'il y avait moyen de faire une 4 portes avec le même esprit, ou proche en tout cas, avec un triangle arrière ici, que je trouvais très intéressant et que je pense est très apprécié sur les 2 portes. Et donc, je me dis, si on avait pu travailler ensemble avec Gérard Velter, peut-être que la 205 aurait été encore mieux. Peut-être. Donc c'est cette vitre-là dont Gérard Velter disait qu'il y avait une... Alors lui, il a dit que ça venait d'une Ferrari, en regardant une Ferrari. Et moi, je peux vous dire que ça, c'est pas du tout en regardant une Ferrari, mais en m'inspirant un peu, parce que j'avais été très marqué par la sortie du Brubaker Box, qui est un engin monocore fabriqué et créé par M. Brubaker, qui doit être un peu de ma génération. Et j'avais trouvé ça absolument fantastique. Je me sentais vraiment humble au niveau de la création par rapport à ce qu'il a fait. Je trouvais ça vraiment extraordinaire. Et sa vitre latérale avait un peu cette forme-là. D'accord. Avec des rayons très très souples et avec une partie verticale. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont cette découpe de glace. La plus marquante, c'était la 205, évidemment, qu'on retrouve sur la 205 GTI, que tout le monde adore. Bien sûr, bien sûr. Magnifique. Donc celui-ci, j'y tiens beaucoup.
Je me doute. D'autres dessins que vous désiriez nous montrer, et pas les moindres, ceux de l'époque Venturi, bien évidemment, et de ce projet, GP84. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas eu beaucoup de dessins. Elle a surtout été définie en maquette 5e et en volume échelle 1. D'accord. Dans la maison de Claude. Et puis là, c'est un essai avec des phares fixes. D'accord. Parce que j'aurais bien aimé utiliser des phares fixes pour des raisons toutes simples, facilité de... Puis de revient, bien sûr, puisque le but était quand même d'avoir... d'homologation aussi, peut-être, non? Alors, oui, mais de toute façon, je pense que c'était plus un problème de simplicité. D'accord. Donc là, on commence à reconnaître quand même pas mal la silhouette du pavillon. Bien sûr, bien sûr. Et puis du muscle arrière, là, avec une roue. Ce que je voulais aussi, c'était, à ce niveau-là, entre la roue et la surface vitrée, très peu de matière. Comme une espèce de pincement, parce que je trouvais que ça apportait quelque chose de très dynamique et de... C'est vrai. Au niveau des proportions entre l'avant et l'arrière, donc il y avait un côté sport, en fait, qui me convenait assez bien. Bon, ça date de 83, le 7 83. Donc là, on sent la tendance Corvette, hein, avec les feux arrière ronds, le béquet, mais toujours la partie au-dessus du capot moteur façon Ferrari. Tout à fait. Et là, on avait presque la courbe de la 205 et du Brubaker. Alors là, on passe les années, là, parce qu'on se retrouve en 90, là. Et là, c'était pour ce qu'on aurait pu faire avec une Venturi vraiment beaucoup plus élaborée, avec des nouvelles surfaces vitrées, des nouvelles proportions, parce que on aurait eu des voies beaucoup plus larges. Enfin bon, un peu comme disent les gens aujourd'hui, des supercars, quoi. Bien sûr. Mais là, c'était pas possible. Finalement, en 90, c'était bien avant la 300, et la 300 a quelques points communs avec ça, notamment il y avait une forme ici un bien peu... sûr. Elle est beaucoup plus ronde que la Venturi d'origine, mais j'ai pas pu aller jusque-là, quoi, c'était pas possible. Bien sûr. Parce qu'il y avait toujours le pare-brise de Fuego. Alors c'est le cabriolet. Là, c'est le cabriolet. C'est le seul cabriolet qui a une vitre arrière qui bascule comme ça. La difficulté, c'était qu'il n'y avait pas de place pour mettre une capote. C'était pas possible. Elle est magnifique comme ça. Alors ça a été fait après le bouquin de Pierre Dobros, là, qui a écrit le bouquin sur Venturi, parce que dans le bouquin de Pierre Dobros, il y a une version de Venturi Targa. Et ça avait été envisagé à un moment donné, mais par rapport à un cabriolet, un Targa, c'est quand même vachement moins bien, quoi. Oui, bien sûr. Un cabriolet, surtout quand on regarde derrière, autour, tant qu'à avoir un cabriolet, autant avoir rien derrière, sinon autant avoir une Grand Palais. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Je fais un petit peu de pub en passant. Ouais, vous avez raison. C'est vrai que sur la Grand Palais, le fait de ne pas avoir de pied milieu, c'est très appréciable. Hein. Bien sûr. On se sent quand même très libre sur le côté, là. Il n'y a pas le truc qui est là, quoi, dans le pied milieu, quoi, qui bien intervient. Sûr, bien sûr. Alors là, donc le cabriolet, il est sorti en 88. 88, et là on arrive sur le bijou. Alors là... J'allais dire sur le Graal. Là, il y a toujours une anecdote que je raconte, c'est de la manière dont s'est créée la Venturi 400. C'était à la suite de l'intervention de Stéphane Rattel, qui avait prévu un Gentleman Driver's Trophy avec une super Venturi. Un jour, Claude Poirot m'appelle au téléphone. Il me dit, il faudrait que tu nous dessines rapidement une Venturi avec des grosses ailes, un petit peu dans l'esprit F40. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai fait le dessin. Ça ne demande pas beaucoup de temps, hein, de faire un dessin comme ça. Et je lui envoie le dessin. Il m'a dit, bon, bah c'est bon, on y va.
Donc le temps d'étude, c'est le temps du dessin. Un seul dessin, c'était bon. Un seul dessin, c'est bon, on y va. Et quand on la regarde par rapport à la voiture finale, bah, elle est bien comme ça. Oui, il n'y a pas tellement de différence. Hein. Exactement. Moi, j'aime bien travailler comme ça. On ne perd pas de temps. Efficacité. On va pas discuter pendant des heures, dire tout ça. Non, on y va. Super. Alors derrière, c'est intéressant le dessin suivant parce que à un moment donné, vous avez hésité entre une version, entre une ligne moderne et une ligne rétro. Oui. Alors, ça c'est le dessin suivant. Et effectivement, mais en fait, j'avais hésité en 83, mais ça c'est un dessin que j'ai fait en 87. D'accord. C'est signé ici, là. Et c'est ce que ça aurait pu donner. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait un mélange entre Ladino, là c'est toute évidence Ladino, là il y a un côté Miura, et puis là il y a l'aile arrière, un côté Alpha 33. Donc c'est un peu un mélange de tout ça, et il faut que tout ça reste homogène. Mais pourquoi j'avais hésité en 83, c'est pour une raison précise. D'abord, j'aime beaucoup Ladino, mais ce qui a été le facteur déclenchant pour me décider à me lancer dans l'opération Venturu, il y a eu un petit détonateur, c'est que je me trouvais chez Euliez et j'ai eu un coup de fil de Christian Chéron, qui était le directeur financier de Liège, qui me dit « Gérard, je sais que vous allez à Paris bientôt, je devais rencontrer Jean Todt, qui avait été nommé à Peugeot Talbot Sport. » Et il me dit on a une Dino Ferrari à remonter sur Paris, est-ce que ça vous dérangerait de la prendre pour remonter sur Paris? J'allais quand même pour lui dire peut-être que je pourrais trouver un autre moyen de transport. Non, j'ai dit oui tout de suite. Je me doute. J'ai été récupérer la Dino, en fait c'était un convoyage. La voiture devait être ramenée à son propriétaire. C'est une voiture qui avait été donnée à la société Euliez pour en faire la restauration. Et qui en a fait la restauration? Claude Poirot. D'accord. Donc on tourne en rond. Évidemment. Et j'avais dit à Claude à ce moment-là, est-ce que ce serait pas possible de tirer un moule, parce que notre voiture, elle serait toute faite. Et il m'a dit, c'est une bonne idée, mais il est trop tard. On n'a pas le temps, il faut qu'on livre la voiture, on ne peut pas la reculer. Bon, tant pis. Ça m'a beaucoup marqué, ça. Et le lendemain, évidemment, je suis allé voir Jean Todt. Alors, quand la route était encaissée, je rétrogradais pour pouvoir reprendre et réaccélérer. C'était vraiment très, très sympa. Gérard, magnifique dessin, donc, de cette désormais fameuse DS Grand Palais. Ça, c'est un dessin qui date de 2012. Et c'est à la suite de ma visite chez Christophe Beer, où je lui avais proposé de faire un coupé plutôt qu'un cabriolet. Visiblement, ça fonctionnait. C'est-à-dire que l'accueil était vraiment plutôt enthousiaste. Avec Christophe, on s'est dit, il faut absolument qu'on ne sorte pas de ce dessin-là et qu'on le fasse exactement comme ça. Parce qu'en fait, je me suis aperçu, à ma grande surprise, que la DS, c'était vraiment un sujet terriblement difficile. Après avoir fait plusieurs essais, j'ai vu que cette découpe ici, qui redescendait assez brutalement, là, enfin presque verticalement, sur le côté, faisait une opposition avec la pente ici de la vitre arrière, qui créait un dynamisme qui correspondait bien au dynamisme de l'aile arrière, et puis évidemment de l'avant très très pointu. Donc je me suis dit, c'est sûrement ça qu'il faut faire, quoi. Je voulais aussi avoir un bombé de capot qui soit très différent de tout ce qui avait été fait jusqu'à présent chez Chaperon ou ailleurs. C'est ce qui vous plaît pas dans les modèles de Chaperon, c'est ce... Oui, il n'y a pas que ça. Mais la découpe, ce que j'appelle la découpe théière, c'est-à-dire on a une surface, puis on découpe un carré avec les angles arrondis au milieu de la surface. Ça me plaît pas.
J'ai essayé que le joint de coffre et d'aile latérale hein, apporte un petit plus pour la lecture du volume. C'est-à-dire que vous pouvez tourner autour de la voiture en vue arrière, à aucun moment vous n'avez la ligne qui se tortille. Parce que ça, c'est sur un volume qui évolue comme ça, c'est très très vite arrivé. Très très vite. Donc j'ai passé beaucoup de temps à mettre au point c'est très très précis, vraiment. Gérard, pour terminer, si vous voulez bien, sur une note un peu plus personnelle, est-ce que vous avez été heureux? Parfois oui, parfois non. Il y a une nostalgie en vous, il y a une mélancolie même, je dirais. Non, je suis content d'avoir tenté d'aller jusqu'au bout de mes rêves. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais été... ça m'aurait vraiment... je vais avoir 80 ans dans 2 ans et demi. L'une de mes motivations pour avancer, c'était de me dire il faut absolument que, arriver à la fin de ta vie, et que tu regardes derrière, que tu aies fait le maximum pour faire quelque chose d'intéressant. Mais c'est pas la recette du bonheur. Hein. Il y a eu des moments très très difficiles, mais il fallait le faire. Le plus difficile, ça a été la 205 à vivre. Y a la frustration de voir que mon travail n'a jamais été reconnu. Ça, c'est moralement, vous dites ça, mais dans la profession, unanimement, vous êtes quand même reconnu. Maintenant, oui. Mais il a fallu attendre combien d'années Un 205, sorti en 83. Et ça fait peut-être que, mettons 5 ans, qu'on commence à voir que j'ai travaillé dessus. Je comprends. Vous avez tout sacrifié pour le professionnel? Presque, oui. Oui. C'était une trop grande passion pour ne pas sacrifier d'autres choses, quoi, c'est sûr, oui. Bon, puis, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails intimes de ma vie, mais j'aurais pu certainement mener une vie où je me serais senti plus heureux en regardant en arrière, mais c'est aussi une question de circonstances. Hein, quand Berton, quand je suis chez Peugeot, Berton me rappelle, Marcello Gandini me rappelle, je vais le rencontrer, et puis il ne me prend pas uniquement parce qu'il ne pouvait pas me payer assez cher. Alors que je fichais totalement du salaire, ça je ne maîtrise pas. Je n'ai pas maîtrisé ça. Ça, c'est une frustration. Bien sûr. C'est un regret, ça. Ça, c'est un regret, oui. Ah oui, parce que rentrer chez Berton, ça m'aurait vraiment plu. C'était le Graal hein, pour vous. Hein, oui, un peu. Oui. Les jeunes qui dessinent des voitures, on leur dit, surtout à l'époque, vous allez pouvoir rentrer chez Berton. Qu'est-ce que vous changeriez d'autre? Ce que je ne referais pas pareil, c'est lié à mon éducation, c'est que je me suis toujours mis en retrait par rapport aux autres. J'ai toujours eu un complexe d'infériorité, en fait, par rapport au monde que j'ignorais, mais qui finalement, quand je l'ai découvert, je me suis dit que j'avais pas de raison de ressentir ça. Et c'est ça qu'il aurait fallu changer dès le départ. C'est-à-dire vous émanciper de votre éducation. Oui, m'émanciper de mon éducation qui était quand même néfaste au niveau de l'efficacité. Pour avoir beaucoup plus de confiance en moi. J'étais d'une timidité à 20 ans épouvantable, c'était affreux. J'en ai vraiment souffert de ça. Et maintenant, je m'en fous un peu, quoi, parce que là, je peux parler devant une caméra sans problème. Mais à 20 ans, j'étais vraiment timide, maladif, quoi. Donc ça, c'est pas bon quand on veut avancer, qu'on a quelque chose à montrer et à démontrer. Il faut un peu rentrer dedans quand même, quoi. Il y a une mélancolie qui a toujours été présente, j'ai l'impression, en vous, oui. tout au long de votre vie. Ça vient d'où? Je pense que nature. Ça vient de l'éducation que j'ai reçue, qui était un petit peu défaitiste, en fait. Avec mes parents, c'était une autre époque.
Eux, ils croyaient bien faire en me disant il faut laisser passer les autres avant toi. En fait, c'était ça un peu le message, mais c'était pas ça c'est pas bon pour réussir, ça. C'est pas bon. Bien sûr. Gérard, merci, ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir reçus. C'était avec plaisir. Je suis très content de vous avoir rencontré. C'est un honneur de vous avoir rencontré. Je suis content que vous soyez exprimé un petit peu sur tous ces sujets qui sont douloureux, on le rappelle encore, par moments. Parfois plus heureux quand même, j'espère. Mais pour moi, c'est toujours un plaisir de m'expliquer pourquoi je fais ça et pas autre chose. Ça vous a fait du bien? Oui, je pense que ça m'a fait du bien, oui. Et ça me fera du bien, je pense, de savoir que ce que j'ai ressenti, sera connu par plusieurs personnes, par plein de gens, quoi. Ça, je pense que c'est presque une thérapie pour moi, donc, de parler de tout ça. Merci encore pour votre gentillesse. J'ai été très fier de vous rencontrer. Et réciproquement. Et à bientôt, j'espère. Oui, on va se revoir bientôt. Merci Gérard. Au revoir. Voilà les amis, vous l'avez compris, quelle carrière de Gérard Godefroy. On aurait également pu évoquer les autres projets sur lesquels il a travaillé, comme la 305 Rallye, le BCBG engagé sur le Paris-Dakar en 1985 et qu'il a dessiné, sa collaboration avec Châtenay, fabricant de voitures sans permis, des projets plus loufoques comme le projet Hobbycar, véhicule de loisirs amphibie qui intéressera même l'armée à un moment, ou pour finir, ce monospace Passport, toujours pour Hobbycar, qui n'est jamais sorti, mais qui a, avouons-le, beaucoup mieux vieilli que le Renault Scénic par exemple. Bref, une carrière exceptionnelle. Voilà les amis, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok, sinon vous ratez des choses. Et moi je vous dis à très vite sur As West.